un peu votre souris en bas pour cette heure que nous allons passer ensemble. Bienvenue à ce webinaire donc, dédié à une introduction aux médecines alternatives en santé du troupeau, qui est organisé par la Fédération régionale des groupes d'études et de développement agricole de Bretagne, la FRGEDA, en collaboration avec des réseaux départementaux CETA et GEDA en Ille-et-Vilaine et Résagri en Morbihan et le réseau national TRAM. Donc, moi, je m'appelle Camille, je suis animatrice à la FRGEDA Bretagne et je reprendrai la parole au moment des témoignages pour les animer. Et avant de démarrer dans le vif du sujet, juste quelques bonnes pratiques pour la visio. Vous avez remarqué le démarrage coupé. L'idée, c'est de les conserver coupés pour qu'on entende bien les intervenantes. La vidéo, on vous encourage à la laisser si votre connexion est assez bonne. Et je vous invite vraiment à échanger librement dans le chat, que ce soit toutes les questions sont les bienvenues, si vous avez des ressources à partager ou des réactions. Ce webinaire est enregistré. Pour le moment, il n'est pas prévu de replay, mais les personnes ayant indiqué ne souhaitant pas diffuser leur image, je vous invite à couper vos caméras au cas où. Au programme de cette heure, un court temps d'accueil par Françoise Sourdin, qui est éleveuse et adhérente FRGEDA, GEDA 35. Puis Marie-Lise Le Guénic, vétérinaire à la Chambre d'agriculture de Bretagne, nous présentera les grands principes de différentes médecines alternatives. Et on aura un temps d'échange avec Lénaïque Le Gall et Sylvia Marty, toutes deux éleveuses en vaches laitières, avec des parcours et des usages différents des médecines alternatives. Sur ces deux temps, on prendra les questions, un maximum de questions qui seront évoquées dans le chat. Et on retrouvera François Bourdin pour conclure et un partage de ressources dans les dernières minutes, tout en sachant que toutes les ressources évoquées dans les échanges vous seront envoyées par mail après le webinaire. Donc, si c'est clair, voilà, si dans le chat, il n'y a pas de questions techniques, je laisse la parole à Marie-Lise Le Guénic. Bonjour, donc je vais effectivement vous parler des différentes médecines alternatives ou complémentaires, dites aussi non conventionnelles. Alors, excusez-moi, donc voilà. Donc on les appelle aussi médecine parallèle, médecine holistique, c'est-à-dire globale, médecine naturelle ou médecine douce. En fait, il faudrait préférer le terme médecine alternative et complémentaire, parce qu'elles sont souvent complémentaires de la médecine conventionnelle. Donc, en termes de définition, en fait, on les oppose à la médecine conventionnelle très souvent, puisqu'elles sont non ou insuffisamment démontrées, et donc elles s'opposent à la médecine basée sur le niveau de preuve, donc qui est la médecine conventionnelle. Elles regroupent des médecines traditionnelles occidentales ou asiatiques, donc la phytothérapie et l'aromathérapie qui existent depuis l'Antiquité en Occident, l'acupuncture donc qui est donc asiatique, ou des pratiques thérapeutiques qui sont apparues au XVIIIe ou XIXe siècle, telles que l'homéopathie ou l'ostéopathie. Donc, pourquoi les utiliser? Ce qu'en disent des utilisateurs qui sont souvent des utilisatrices. Donc, d'après Marlène Guyader et donc ses co-auteurs au 3R 2020, donc qui ont interrogé des utilisatrices de ces médecines, c'est pour réduire les antibiotiques, d'abord, être acteur de la santé du troupeau, utiliser des médecines naturelles, choisir une réaction adaptée à une maladie. Ça donne des relations différentes avec les animaux, par l'intensification de l'observation des animaux, par le fait que donc il n'y a pas de piqûre ou en tout cas d'injection dans ces méthodes, et donc aussi pour des questions de coût en fait de la santé dans leur troupeau.
Alors, si on commence par la phytothérapie et l'aromathérapie, de quoi parle-t-on? Bon, thérapie, c'est soigner, phyto, ce sont les plantes, et l'aroma, ce sont des substances aromatiques ou huiles essentielles qui sont issues de certaines des plantes par distillation, comme le petit schéma vous l'indique. Donc, ou en jaune, au bout du schéma, on voit l'huile essentielle, alors qu'en dessous, on a l'eau florale. C'est connu depuis l'Antiquité. Les premières formes sommaires de distillation sont apparues en Égypte. La phytothérapie donc est aussi très connue. Le saule, par exemple, on savait depuis très longtemps que ça permettait de combattre la fièvre. Donc, on a isolé du saule l'acide salicylique, mais il y a aussi d'autres composants. C'est ce qu'on appelle le totem de la plante. Et donc, on oppose souvent aussi la phytothérapie à la médecine conventionnelle par le fait qu'il y a un totem dans la phytothérapie, alors qu'on n'a qu'un seul composé dans les médicaments de la médecine conventionnelle. Et donc, je vous donne cet exemple puisque, en fait, Hofmann avait réussi à synthétiser l'acide acétylsalicylique, qui est un dérivé donc de l'acide salicylique, qui est devenu l'aspirine en médecine conventionnelle. Donc, la frontière est parfois étroite entre les deux. Lorsqu'une plante ou huile essentielle est utilisée pour soigner ou guérir, ou même pour faire de la prévention des maladies, elle rentre, d'un point de vue législatif, donc dans la législation du médicament, avec tout ce qui est son corollaire, notamment de prescription et de délai d'attente. Donc, comme tout médicament, les effets positifs doivent être supérieurs aux effets négatifs. Et en fait, c'est pas parce que ces produits sont naturels qu'ils sont dénués d'effets secondaires ou indésirables possibles. Donc, alors c'est surtout vrai pour les huiles essentielles qui sont extrêmement concentrées. Donc, elles peuvent provoquer des irritations de la peau et des muqueuses pour certaines. D'autres sont allergisantes ou photosensibilisantes. Certains groupes peuvent, notamment les cétones, peuvent être, donc avoir une toxicité nerveuse. D'autres peuvent avoir des toxicités rénales ou hépatiques. D'autres peuvent se comporter comme des hormones et donc avoir des effets hormone-like qui peuvent être gênants. Voire des effets génitaux. Et puis enfin, quelques produits issus des plantes ont des risques cancérigènes ou mutagènes, donc des risques notamment pour le fœtus, qui fait que ce sont des produits totalement déconseillés pour les femmes enceintes. Ou donc pour les femmes enceintes, mais aussi éventuellement pour les éleveuses qui seraient enceintes et qui pourraient les utiliser. Donc, les plantes ou les huiles essentielles, comme je vous ai dit, c'est des médicaments, et notamment les huiles essentielles qui sont très concentrées, sont considérées par l'administration comme vraiment relevant de la législation des médicaments. Donc, on doit connaître leurs effets positifs. Donc, on a besoin de connaissances sur les effets, les indications, les doses efficaces et non toxiques, d'où la nécessité de tout ce dont on va parler en conclusion. Ensuite, il y a de possibles effets secondaires pour l'animal, pour l'éleveur, avec donc des précautions d'utilisation, telles que utiliser des gants, diluer, faire attention aux usages répétés, puisque quand on en applique, par exemple, on va en fait en inspirer un certain nombre. Donc, faire particulièrement attention quand, si on est enceinte ou si on a des allergies, donc ils sont prohibés dans ce cas-là. Pour le consommateur, en fait, ça nécessite une obligation de limite maximale de résidus et des délais d'attente lait et viande, ce qui fait que ces produits doivent être issus d'une liste positive qui met les plantes qui sont autorisées et avec une obligation de prescription vétérinaire et donc et de délai d'attente, lait et viande qui sont de 7 jours pour le lait, donc de 28 jours pour la viande, et doublé en cas d'agrobiologie. Donc voilà pour ce qui était en phyto et aroma. L'homéopathie donc ne présente pas les mêmes risques de toxicité. Les 3 principes fondamentaux qui ont été érigés par Samuel Hahnemann à la fin du XVIIIe siècle, c'est la similitude. Pour guérir une maladie, il faut administrer un remède qui donnerait au malade, s'il était bien portant, la maladie dont il souffre. L'infinitésimalité, donc que des dilutions successives d'une substance active diluée
selon la technique hahnemannienne, soit au 10e, soit au 100e, donc soit active, sachant que chacune des dilutions successives a dû être suivie de nombreuses secousses du récipient dans lesquelles elle a été pratiquée pour obtenir ce que Hahnemann appelle la dynamisation. Et ensuite, le principe d'individualisation ou de globalité, qui est que l'homéopathie appréhende globalement la personne, sa globalité physique, psychique, etc. Et donc non seulement les symptômes liés à la maladie. Donc c'est en ça que je vous parlais de médecine holistique tout à l'heure. L'homéopathie s'utilise soit avec des molécules seules, donc parfois certains éleveurs utilisent un seul remède en ayant pris l'ensemble des symptômes, c'est ce qu'on appelle l'homéopathie uniciste, soit pluriciste lorsqu'on associe plusieurs remèdes. Dans ces cas-là, l'administration des traitements se fait par voie orale, donc par des petits granules comme ça existe en humaine, ou bien ce sont des complexes ou des spécialités vétérinaires homéopathiques qui s'administrent là aussi par voie orale, parfois par voie intramammaire ou en pulvérisation sur le mufle. Donc l'homéopathie, d'un point de vue légal, est reconnue donc avoir une innocuité si le degré de dilution est au moins de 1 millionième, ce qui correspond à 3 CH. Il n'y a pas de délai d'attente, mais on rappelle qu'il ne faut pas livrer du lait mamiteux ou vendre un animal malade. Le délai d'attente, donc s'entendant après la fin du traitement de l'animal. L'acupuncture, donc là, on rentre sur une médecine asiatique, c'est l'art taoïste de la médecine chinoise traditionnelle, donc qui pense que la stimulation de points spécifiques vise à rétablir la circulation de l'énergie vitale, donc qu'on appelle le qi dans la médecine chinoise. Cette énergie vitale, elle est composée donc du yin et du yang, donc deux versants qui doivent être équilibrés pour éviter les maladies, donc selon la médecine chinoise. Donc la circulation de cette énergie se fait le long de méridiens, 12 méridiens principaux et 8 méridiens extraordinaires. Et l'acupuncture se veut stimuler ces points situés sur des méridiens afin de rétablir une circulation normale de l'énergie vitale. Donc, soit par des petites aiguilles, soit donc en utilisant ces points d'acupuncture. Donc parfois, il y a un mix entre, par exemple, l'acupuncture et l'aromathérapie. Donc l'ostéopathie, c'est une médecine non conventionnelle qui repose sur l'idée que des manipulations manuelles du système musculo-squelettique ou bien des techniques de relâchement myofacial, le fascia étant ce qui entoure nos organes et nos muscles, donc permettent d'apporter un soulagement dans le domaine du trouble fonctionnel. Donc, pour avancer sur toutes ces médecines alternatives, en fait, il faut participer à des formations, en parler à son vétérinaire. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui sont formés, par exemple, à phyto et aroma. Se rappeler que le naturel peut être toxique, capitaliser sur l'observation de ces animaux et viser prioritairement un troupeau en bonne santé. Et pour conclure, je voulais dire qu'une des entrées en fait sur la médecine alternative, c'est la réduction des antibiotiques. Mais réduire les antibiotiques, c'est pas forcément mettre quelque chose à la place. C'est d'abord ne pas avoir de troubles de santé, donc par la prévention sanitaire ou médicale. C'est ensuite rationaliser les traitements en étant sûr d'être obligé d'utiliser des antibiotiques. Sur la pathologie qu'on rencontre. Et puis, effectivement, c'est aussi utiliser éventuellement des alternatives efficaces et sans risque pour l'utilisateur, le consommateur et l'animal. Merci beaucoup. Voilà, j'en ai terminé. Marie-Lise, pour cette introduction. Alors, est-ce que vous avez des questions d'éclaircissement ? Par rapport à cette introduction. Pour le moment, ça semble bien clair. Et les plus attentifs auront remarqué que j'ai oublié le mot d'accueil par Françoise Sourdin. Ah.
C'est moi, trop pressée d'avancer. Donc, Françoise, je te laisse la parole. Peut-être que des questions apparaîtront au même moment pour te présenter et un petit peu expliquer le pourquoi de ce webinaire. Bonjour à tous, donc je suis éleveuse de vaches laitières dans l'Ille-et-Vilaine, dans le 35. Donc je pratique les médecines alternatives moi, depuis plusieurs années. J'appartiens au GEDA 35 donc, et également au groupe médecine alternative, dont je suis la référente. Donc dans ce groupe, justement, on a eu un projet qui a été financé par le conseil régional pendant 5 ans. Donc l'objectif était de se former et d'échanger avec, tout d'abord avec notre groupe sur nos partages d'expérience et également avec d'autres groupes. Donc on s'est formé à l'homéopathie, l'acupuncture, l'aromathérapie, la phyto. Et donc à chaque fois qu'on avait une formation, on pratiquait quelques temps chez nous et après on se retrouvait pour échanger. Donc j'insiste vraiment sur les temps d'échange qui sont très importants parce que seul on avance beaucoup moins vite. Voilà. Merci Françoise. Et entre-temps, une question est apparue sur Marie-Élise, existe-t-il d'autres médecines alternatives que les 5 ont été présentées? Alors oui, il existe. On pourrait parler de naturopathie. Oui, il y a d'autres médecines alternatives. C'est très large. J'en citerai pas vraiment d'autres parce que bon, oui, vous connaissez le champ de médecine humaine. Je pense que ce champ-là, il vient parfois aussi vers la médecine vétérinaire. On est parfois, parfois en regardant, on peut être un petit peu gêné aussi aux entournures, puisque en allant consulter sur ces médecines alternatives, je vous propose en tout cas d'aller, quand vous voyez que des propositions autour des médecines alternatives, d'aller regarder sur Internet ce qui se dit dessus. Il y a des alertes en médecine humaine, mais on peut en avoir aussi en médecine vétérinaire sur en fait certains types de médecine et des aspects plus ou moins sectaires. Donc je le dis là aussi, il m'est arrivé de trouver des propositions ou de choses qui étaient sous la vigilance de la Miviludes, qui est la lutte interministérielle de lutte contre les sectes. Donc voilà, je m'arrêterai là, mais oui, il en existe d'autres, mais donc à regarder à chaque fois avec vigilance en fait. D'accord. Merci Marie-Élise pour ton retour. Ce que je propose, c'est on va démarrer les témoignages et il y aura vraiment aussi un temps d'échange à la fin où on pourra reprendre des questions qui sont en train d'être partagées. Alors, Sylvia, est-ce que vous, au niveau du partage d'écran, c'est toujours bon? Oui, voilà. Super. Alors voilà. D'accord. Alors, on fait les questions en parallèle. On les garde pour la suite des témoignages. Donc, et Marty partagent leur expérience. Donc, Lénaïg, toutes les deux sont installées dans le bien, Chloé et Guillemot respectivement. À chaque fois, 2 associés sur l'exploitation. Lénaïg a un troupeau de vaches laitières en conventionnel et également un verger de pommes à cidre. Sylvia Marty est uniquement production de vaches laitières en bio, avec une alimentation 100% herbe, et participe activement au groupe Les Bio de Résagri, pays de Pontivy. Alors, pour démarrer, je vais vous adresser à tous la question comment abordez-vous les médecines alternatives? Et Sylvia, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour. La médecine alternative, c'est avant tout pour moi de l'observation. Et c'est par les formations que j'ai pu justement passer cette étape-là.
Et donc, c'est très important. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la médecine alternative, je la connais déjà personnellement puisque je l'ai déjà utilisée pour moi-même et mes enfants. Donc, c'était vraiment sans souci et sans a priori que j'ai été vers ces médecines pour mes vaches, hein, et puis les veaux, tout simplement. Voilà, ça me semblait évident de passer par là. Voilà. Merci. Lénaïgue, que tu souhaites… Bonjour. Moi, je suis arrivée vraiment par hasard sur l'usage des médecines alternatives, tout simplement parce que sur le troupeau, on avait certaines problématiques que l'on réglait jusque-là avec notre veto par les antibiotiques. Et j'ai vu un jour une formation qui était proposée par la Chambre d'agriculture sur l'homéopathie, l'usage de l'homéopathie chez les bovins. Et par curiosité, j'ai participé à cette formation et ça m'a permis de découvrir ces usages, de pouvoir échanger avec le vétérinaire qui était le vétérinaire formateur et du coup de commencer à mettre en place des solutions de médecine alternative sur mon troupeau avec l'aide de ce vétérinaire et le suivi de ce vétérinaire. Merci. Je rebondis, on entend nos formations. Est-ce que vous pouvez, Lénaïque, par exemple, en premier, un peu nous détailler ton parcours de formation? Oui, donc comme je vous ai dit, ça a commencé par hasard avec l'homéopathie. J'ai suivi plusieurs formations avec le même vétérinaire sur ce sujet-là. J'ai suivi également des formations sur l'usage des huiles essentielles et dernièrement sur l'acupuncture. D'accord, merci. Et Sylvia, de ton côté? Alors, c'est suite à effectivement des formations organisées par la Chambre d'agriculture où j'ai pu découvrir donc pour les animaux donc les différentes façons de procéder. Enfin, homéopathie et huile essentielle uniquement. Effectivement, donc de là, donc il y a eu une mise en place sur l'élevage et j'ai pu tester donc les deux façons et donc j'utilise les deux manières donc sur l'exploitation. Mais toujours donc formation obligatoire. Et oui, alors on a eu l'occasion d'échanger avant. Sylvia, j'avais noté que ta première formation, c'était en 2015. Et depuis jusqu'en 2019, tous les ans, tu te formais. Oui. Pourquoi ce rythme? Parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau sur l'élevage, quelque chose qu'on n'a pas vu lors de la dernière formation. Donc, ce qui permet de voir d'autres petits symptômes, donc comment soigner ces petits symptômes. Et puis, c'est également les échanges, parce qu'entre-temps, on se retrouve, en principe, ce sont les mêmes qu'on revoit aux formations, et donc on échange justement sur ce qu'on a fait, c'est ce qui a marché ou pas marché d'ailleurs sur les animaux. Donc, une fois par an était vraiment audacieux et malheureusement, avec ce qui se passe en ce moment, c'est un peu limité, mais c'est vraiment quelque chose que je souhaite retrouver très prochainement. D'accord, merci. Par rapport à vos parcours, on voit que vous êtes toutes les deux formées en aroma et en homéopathie. Mais en discutant précédemment, on voit que vous n'en faites pas le même usage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer laquelle vous utilisez préférentiellement et pourquoi? Sylvia, si par exemple tu veux poursuivre. Alors, j'utilise davantage les huiles essentielles parce que pour moi, c'est une question de pratique. J'applique les huiles essentielles quand je fais la traite. C'est plus simple pour moi au niveau de la contention plutôt que dans l'aire d'exercice, arriver à coincer la vache, c'est plus gênant. Donc pour moi, c'était plus simple d'utiliser les huiles essentielles. Par contre, pour les veaux, c'est plus l'homéopathie. Voilà, c'est pourquoi, je ne sais pas, mais c'est voilà, par rapport principalement les diarrhées de lait, je les soigne très bien avec l'homéopathie. Donc voilà, j'utilise les deux, mais davantage les huiles essentielles, j'avoue. Et de ton côté, Lénaïgue?
Alors moi, ce sera l'inverse. J'ai été formée aux deux, effectivement, mais j'utilise préférentiellement l'homéopathie. Je me sens sans doute plus à l'aise aussi avec l'usage de l'homéopathie qu'avec l'usage des huiles essentielles, simplement par le fait qu'au niveau des huiles essentielles, comme on le disait précédemment, il y a des principes actifs qui sont plus présents que dans l'homéopathie, avec donc du coup des risques aussi pour, euh, pour l'usager et pour l'animal. Donc moi, je vais aller préférentiellement sur l'homéopathie, même si il m'arrive d'utiliser des huiles essentielles pour certaines pathologies. Et également, le fait d'utiliser peut-être plus l'homéopathie, c'est lié aussi à mon parcours de formation qui a fait que je me suis retrouvée face à un vétérinaire homéopathe qui était très ouvert pour échanger et pour suivre ce que je faisais, et donc qui était capable d'intervenir lorsque je lui posais des questions par rapport à mes problématiques. Ok, merci beaucoup. On voit en effet l'usage différent en fonction de l'organisation même de votre espace et du ressenti. Et Lénaïg, je sais que tu as aussi suivi une formation acupuncture en 2019. J'ai vu que dans le chat, il y a des questions qui traitent de cette médecine alternative. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment tu l'utilises? Alors, c'est ma dernière formation suivie, donc je n'ai pas encore énormément de recul par rapport à l'usage que l'on peut en faire. Simplement, là, sur les animaux que j'ai eus, où la problématique pouvait être éventuellement soignée avec l'acupuncture, j'ai effectivement eu des résultats que moi j'ai trouvé très positifs. La petite appréhension qu'on peut avoir peut-être, c'est l'aspect de piquer avec les aiguilles d'acupuncture, mais ça se fait assez bien. Tout simplement parce que la formatrice que j'ai eue nous a bien expliqué comment le faire. On a pris vraiment le temps avec elle de détailler tous ces éléments-là. Après, il y a certainement moyen d'en faire un usage beaucoup plus large que ce que j'en fais, mais pour l'instant, je ne suis pas encore suffisamment formée et à l'aise pour, euh, pour aller plus loin que ce que je fais moi à l'heure actuelle. Mais comme on disait précédemment, c'est vraiment se former. Donc, je sais que la prochaine formation que je ferai certainement sera à nouveau de l'acupuncture pour conforter un peu ce que j'ai déjà appris dans un premier temps. D'accord. Et une question pour vous deux, c'est dans quel cas utilisez-vous généralement donc, ces médecines alternatives? Voilà, par exemple, sur quelle pathologie ou préventif, curatif? Est-ce que Sylvia, tu peux nous expliquer? J'ai pas très bien entendu le début. Est-ce que tu peux redire, s'il te plaît? C'était dans quel cas généralement vous utilisez les médecines alternatives? Par exemple, quelle pathologie ou est-ce qu'on est sur du préventif, du curatif? Alors, j'utilise aussi bien en préventif qu'en curatif. Préventif, beaucoup donc par rapport aux huiles essentielles en olfactif. Hein, je fais sentir les huiles aux vaches quand je vois. C'est toujours aussi par rapport à l'observation du troupeau. Donc, quand je vois qu'il y a un petit souci, voilà, je vais intervenir en fonction des huiles essentielles que je connais. Donc, pour pallier à la prévention. Donc, qui est donc fait du curatif, bien sûr. Donc, moi, par contre, j'ai les vétérinaires qui sont aussi, ça revient à ce que disait Lénaïg, c'est qu'elle est plus homéo, mais moi, c'est vrai que les vétérinaires sont aussi plus huile essentielle. Donc, je suis aussi ce côté-là. C'est plus facile pour moi d'avoir quelqu'un derrière pour m'aider à intervenir sur les pathologies. J'en étais où? Donc c'est en préventif également, j'ai décidé aussi d'implanter directement dans les prairies certaines espèces d'herbes, qui fait que mes vaches régulièrement vont pâturer sur ces parcelles-là, et ce qui fait que elles ont leur cure, on va dire, mensuelle, qui fait que voilà, j'ai aussi plus trop de soucis concernant mon élevage. Ok, donc le préventif est bien présent. Oui. Et de ton côté, Lénaïg,
Alors, un petit peu la même réponse, préventif et curatif, mais avec l'homéopathie, contrairement à Sylvia plutôt, qui est, oui, comme Sylvia le disait, le fait que suivant l'appui que l'on a au niveau des vétérinaires, on va peut-être choisir plus une technique que l'autre parce qu'on peut plus échanger sur cette technique-là. Maintenant, j'utilise l'homéopathie un petit peu pour tout type de pathologie. Il n'y a que quelques cas où je sais que mon vétérinaire homéopathe me disait d'aller directement sur tel autre système qui marchait peut-être même un peu mieux que l'homéopathie. Donc là, c'est vraiment avec l'échange que j'ai eu avec le vétérinaire que je vais m'orienter sur tel ou tel usage. Mais j'ai l'usage vraiment de l'homéopathie sur le préventif comme sur le curatif. Et je rejoins un petit peu Sylvia en disant que on observe beaucoup et on arrive aussi, moi comme elle, on a modifié un petit peu le parcours au niveau de l'alimentation, nous aussi en introduisant des plantes qui pouvaient aider les animaux à mieux se porter grâce à l'alimentation. D'accord, donc j'entends dans vos deux systèmes, il y a aussi une réorganisation plus globale liée en interaction avec ces médecines alternatives. Et est-ce que dans ton organisation du travail, les Naïg, tu peux un peu nous l'expliquer? Là, il y a un changement, que ce soit au niveau des pâtures, mais dans ton organisation du travail. Alors, l'organisation de travail, elle a changé dans le sens où on va observer les animaux de façon complètement différente, tout simplement parce que on va essayer d'anticiper au maximum les problèmes que peuvent avoir les animaux et on se rend compte en observant les animaux qu'on voit des choses, si on a une observation assez fine, que l'on voit des choses avant que la pathologie ou la maladie se présente suffisamment fortement pour intervenir. Donc, on a vraiment modifié ça, les aspects d'observation du troupeau et des animaux au niveau individuel pour intervenir le plus tôt possible et avoir des signes, des alertes, si l'on veut, quelque part, pour intervenir. Ok. Et ça s'était traduit, tu m'expliquais, parce que finalement, plus de temps à observer et moins de temps à soigner. Oui, tout à fait. Au global, si vous voulez, sur l'année, on va se retrouver à peu près sur la même charge de travail, mais c'est une charge de travail qui est complètement différente. C'est quand même beaucoup plus agréable d'aller observer ces animaux au champ, voir si tout le monde rumine bien, si tout le monde est bien couché aux bonnes heures, etc. S'il n'y en a pas une qui est alerte tout d'un coup avec un comportement un petit peu différent des autres, plutôt que d'avoir à sortir une seringue parce qu'on a un animal qui est malade. Voilà, c'est une organisation différente que moi je trouve plus agréable parce qu'on est du coup plus attentif aussi à notre troupeau et plus à l'écoute. Mais ça reste en termes de temps à y passer, à y consacrer, c'est tout aussi important, mais beaucoup plus agréable de le faire. Est-ce que Sylvia, tu veux rajouter Oh, la seule chose que je vais rajouter, c'est qu'on n'a pas parlé de coût. C'est Vas-y. qu'effectivement, y a un coût qui est moindre du coup, puisqu'on fait de l'observation. Voilà, donc le travail est différent. Donc, il y a de l'observation, il y a de la prévention, et donc on a un coût vétérinaire qui est nettement moindre qu'avant. C'est pas négligeable. Oui, comme tu m'expliquais, le coût entre que ce soit un tube de granulé ou un antibiotique était bien différent. Donc, l'impact s'en ressent sur vos résultats Complètement. économiques. Complètement. Et est-ce que Et puis, Vas-y, pardon. non, j'allais dire, le fait d'observer, donc on anticipe, il n'y a plus besoin du passage du vétérinaire non plus. C'est une Ok. économie. Et est-ce que d'un point de vue sanitaire, quel changement as-tu remarqué dans ton troupeau, Sylvia, et à quoi est-ce lié selon toi? Tu peux répéter? C'était d'un point de vue sanitaire par rapport à ton troupeau. Est-ce que depuis la pratique des médecines alternatives, tu as remarqué des différences? Et bon, tu m'expliquais que ce n'est pas forcément lié qu'aux médecines alternatives. Oui, effectivement, c'est
Il y a un plus, c'est qu'effectivement, nous avons changé depuis l'installation, nous avons changé en croisement de races, mais c'est surtout que nous avons changé en alimentation. Nous ne faisons plus de maïs ni de betterave, nous sommes en 100% pâturage, 100% herbe l'hiver, enfin, donc enrubanné, foin. Donc, il n'y a plus cette transition alimentaire, ce qui fait qu'on n'a pas aussi si, en principe, tout le monde a pu constater que dans des changements de saison, il y a des petits problèmes de santé qui apparaissent. Donc, effectivement, en ayant changé à ce niveau-là, c'est vrai que ça amoindrit, allez, à 99% les problèmes sanitaires. Ok, Et également pour les veaux aussi, du coup, de limiter la quantité de lait à certaines périodes, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de diarrhée. ok, merci. Lénaïgue, est-ce que tu as aussi noté une amélioration? Oui, également. Mais moi, je la lis parce que nous, on n'a pas changé de système global en soi, mais je lis cette amélioration plus au fait qu'on va prendre les animaux dans leur individualité, c'est-à-dire on va vraiment les observer animal par animal, plutôt que l'effet troupeau global, et on va intervenir ou on va être plus alerté en tout cas sur un animal dès qu'on va voir un changement de comportement, d'habitude, vraiment des petits signes qui peuvent passer entre guillemets assez facilement inaperçus si on n'est pas assez attentif. Donc, là où ça a modifié notre approche, c'est justement d'être plus à l'écoute, plus attentif à chaque animal et de vraiment de se faire des historiques par animal et de travailler de façon assez fine. Très bien. Et tu m'expliquais aussi que tu avais fait évoluer l'alimentation en utilisant la méthode Oxalim. Oui, tout à fait. Ça, c'est intervenu depuis 2 ans et demi à peu près. Donc, on avait globalement on apportait globalement sur le papier ce qu'il fallait, mais on n'avait pas obligatoirement les réponses qu'on en attendait. Donc, on a essayé de se former et de rechercher des choses plus fines à ce niveau-là. On l'a trouvé via une vétérinaire qui est formatrice aussi Opsalim et qui nous suit sur l'exploitation puisqu'elle est aussi vétérinaire homéopathe, donc ça complète tout l'ensemble. Et avec cette méthode Opsalim, on n'a pas fait des grandes modifications sur l'alimentation, mais simplement on a réorganisé les choses un petit peu différemment pour optimiser l'alimentation de nos animaux. D'accord, très bien. Et alors, avant de passer aux questions qui sont dans le chat et qui sont assez nombreuses, peut-être une dernière, Sylvia. Toi, participes à un groupe d'échange entre agriculteurs autour du lait bio, un groupe technique. Il n'en existe pas sur les médecines alternatives sur ton secteur. Et voilà, comment avances-tu sur le sujet et comparé à ce travail de groupe que tu fais en parallèle, comment tu vois la plus-value d'échanger sur ce sujet? Est-ce qu'il y en a une ou... Oh oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une plus-value. Ça, c'est évident. Alors, effectivement, à mon grand désarroi, il n'y a pas de groupe d'échange, de groupe de formation donc sur Resagri Pays de Pontivy. Et j'invite tous ceux qui sont là à venir nous rejoindre et qu'on puisse faire un groupe parce que c'est important. Et puis, c'est parmi les échanges. Je le vois bien au niveau du groupe Les Bio en lui-même, que par ces échanges, on arrive à avancer et c'est considérable et c'est gratuit en fait. Donc, il faut y aller. Donc, il faut effectivement des échanges sur ce milieu-là. C'est important. Donc, je recommence. Je vous invite à venir nous rejoindre. À plusieurs, ça permet aussi d'oser et d'aller plus loin. Voilà, tout à fait. Je propose de commencer à prendre des questions du chat. Alors, il y avait une question, je ne sais pas si vous allez avoir la réponse tout de suite, Lénaïgue et Sylvia, c'était par rapport à vos coûts vétérinaires aux 1000 litres actuellement. Pardon, excuse-moi, je n'ai pas entendu, tu peux me répéter? Alors, c'était le coût vétérinaire aux 1000 litres de lait. Est-ce que vous avez un ordre d'idée de ce que ça représente sur vos fermes?
Bon. Alors, si c'est juste sur les produits, en dehors des visites vétérinaires ou des choses un peu particulières où on a besoin que le vétérinaire intervienne, nous, on a dû diviser par 3, voire peut-être même par 4, entre l'usage des antibiotiques et les usages huile essentielle et homéo et aiguille d'acupuncture. D'accord. Vraiment ouais. Réduction par 3, par 4. Et Sylvia, oui, c'est pas forcément des chiffres que tu peux avoir tout de suite en tête. Non, du tout, effectivement, c'est quel est de mes soucis. Mais oui, non, parce que ça a diminué, c'est certain. Mais là, comme ça, non, j'avoue que j'ai pas du tout le montant en tête. Mais c'est effectivement, il faut aussi, par rapport au comptable, dissocier les frais vétérinaires entre les déplacements, le vétérinaire, les médicaments. Donc, bon, c'est voilà. Faut, en fonction du comptable qu'on a, tout ne va pas dans les mêmes lignes. Donc, mais bon, ça a considérablement baissé, c'est certain. D'accord. Merci pour vos réponses. Je prends les questions en même temps. Je vais juste quand même me permettre de rajouter juste une petite chose à ce niveau-là. Il faut quand même savoir qu'un certain nombre d'huiles essentielles ont un coût, entre guillemets, assez important à l'achat, mais on en utilise très peu. Donc, le flacon d'huile essentielle, il va durer relativement longtemps. Donc, il faut aussi savoir pondérer la constitution de base de sa pharmacie, entre guillemets, en huile essentielle, parce que contrairement à un produit antibiotique qui va avoir un usage ciblé et ponctuel et où on va devoir investir à chaque fois pour le traitement, les huiles essentielles ou même l'homéopathie, parce que l'homéopathie c'est aussi vrai, mais à un coût moindre, on aura un investissement de départ, mais qui sera à étaler, entre guillemets, dans le temps de l'usage du médicament que l'on aura pris. Très bien. Alors, il y a une question. Donc, l'une de vous deux a dit que 99% de l'amélioration de son troupeau, c'est plutôt lié à des changements, par exemple, d'alimentation. Et donc, la question, pourquoi vous embêtez-vous avec de l'homéopathie ou des huiles essentielles? Bon, on s'embête pas. Oui, donc c'est moi qui ai parlé des 99%, il me semble bien. Parce que malheureusement, une vache peut avoir une petite douleur, un petit rhume. Donc, les plantes ne font pas tout, enfin, dans la prairie. Donc, voilà, il faut bien apporter ce qu'on n'a pas dans la prairie. Parce que dans les prairies, les vaches font consommer tout ce qui est feuillus, tout ce qui est externe. Elle va pas aller prélever la carotte, voilà, elle va manger que la feuille et c'est dans la racine qu'il y a le plus d'éléments. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut bien compléter avec l'homéopathie ou l'huile essentielle. Lénaïque, est-ce que tu veux compléter? Alors, moi, je ne suis pas encore arrivée aussi loin que Sylvia à ce niveau-là. J'ai encore une marge de manœuvre importante. Mais oui, le fait, pour nous en tout cas, d'avoir réussi à implanter un certain nombre de plantes qui ont des effets positifs sur l'animal, ça complète le travail qu'on a pu faire avec les médecines alternatives. C'est un tout. Moi, je ne le dissocie pas entre l'alimentation et la santé du troupeau et les usages de ces médecines alternatives. C'est simplement une autre façon de travailler par rapport à la médecine conventionnelle. C'est tout. Il ne faut pas opposer les deux systèmes. On ne s'interdit pas d'utiliser un antibiotique si on en a besoin, si le vétérinaire nous le conseille. Voilà. Maintenant, c'est des évolutions de système. Nous, on est passé d'un système entièrement conventionnel à un système où on a un verger qui est en production bio et où on essaye de limiter au maximum les intrants et les interventions phyto. Donc, on le fait aussi sur le troupeau. Merci. Alors, on a une question qui était plutôt adressée à Françoise, qui a accueilli, avec est-ce que vos groupes sont-ils encore actifs après vos essais? Oui, alors on se voit régulièrement pour d'autres sujets, parce qu'on est passé à autre chose que les médecines alternatives. On a travaillé dessus sur 5 ans, donc c'était déjà très chronophage. Et on se voit régulièrement et on s'envoie des SMS quand on a un doute sur une pathologie.
Et j'appartiens également à un groupe santé du troupeau au niveau national, un groupe de tram sur WhatsApp. Donc j'échange avec d'autres éleveurs de toute la France. Ok, merci. Vos parcelles médicinales ont inspiré et il y avait la question très pratique de savoir où vous trouviez vos semences pour ces parcelles. Chez le marchand. Oui, pareil, chez mon fournisseur local. Voilà. Quand je lui pose une question, c'est à lui de se débrouiller pour trouver la réponse. J'ai la chance, il aime bien se creuser la tête. Donc voilà, il cherche et finit par trouver. D'accord, donc vous y allez avec voilà, l'espèce que vous souhaitez implanter. C'est ça. Et Pour lui, ma part, oui, derrière, oui, c'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Alors, une question qui va peut-être plutôt s'adresser à Marie-Lise sur la question de qu'est-ce qui est le plus efficace entre l'ostéopathie et l'acupuncture? Y a-t-il une réponse à cette Non, question? il n'y a pas de réponse puisque, comme je disais, en fait, en fait, on a, enfin, il y a des publications, mais qui donc, voilà, il n'y a pas de publication à mon sens qui compare les deux. Et en tout cas, pour les publications qu'on peut trouver, en tout cas sur l'ostéo, j'ai vu qu'il y avait des publications, par exemple, par rapport en humaine, par rapport aux lombalgies, par exemple, qui ne montrent pas d'efficacité équivalente de l'ostéo par rapport au traitement classique, en fait. C'est-à-dire que l'ostéo est considéré comme moins efficace que les traitements classiques. Et j'ai pas vu passer de choses entre acupuncture et ostéo. Mais j'ai vu peu de choses passer sur l'efficacité de l'acupuncture. Ok, merci pour ces informations. Et dans les dernières questions, certains souhaitent savoir si vos huiles essentielles, vous les prenez en bio. Oui, moi, quand j'en ai en bio, je les prends en bio aussi, puisque parfois, il y en a certaines qui n'existent pas en bio, je les prends en conventionnel, comme pour les semences, hein. Pas le choix. Ok, et les naïgs? Pareil, j'essaie de privilégier plutôt des huiles essentielles en bio, mais comme disait Sylvia, parfois on n'a pas trop le choix. Donc, dans ces cas-là, j'essaie plutôt d'utiliser de l'homéopathie plutôt que de l'huile essentielle si je ne peux pas trouver en bio, si je peux. Donc, si je peux me permettre de compléter, oui, je pense il faut vraiment privilégier des sources en bio parce que c'est des produits qui sont extrêmement concentrés. Donc, il y a vraiment tout intérêt à essayer de travailler avec des huiles en bio. Sinon, on risque de concentrer aussi des polluants éventuels. Merci. Et alors la dernière, pour clôturer, dans vos pratiques, Sylvia et Lénaïg, et peut-être Françoise aussi, ça nous amènera à la conclusion, où observez-vous le plus de plus-value? Par exemple, économique, sanitaire, environnement, société? Excuse-moi, tu peux répéter ta question? Alors, la question porte sur, avec le recul, où observez-vous le plus de plus-value sur vos exploitations? Est-ce que c'est économique, environnemental, social dans votre travail ou sociétal? Voilà. Où est-ce que vous avez le plus de retours pour vous, d'après vous? Alors, personnellement, c'est sur moi que j'ai le plus de retours, dans le sens où je suis contente de faire ce que je fais comme je le fais. Voilà. J'arrive à mettre en place un système qui me convient et où je vois des résultats qui me satisfont. Après, le point de vue de la société, je pense qu'il est plutôt positif sur ce type de médecine. Maintenant, je ne suis pas sûre que le consommateur lambda ait une image juste de ce qui s'y fait. Donc ça me dérange un peu. Et après, oui, le coût sur l'exploitation, il est intéressant parce qu'on améliore les résultats de l'exploitation en changeant en tout cas pour nous, en ayant changé ce système. Merci. Sylvia? Oui, bah, j'allais dire ce qu'a dit Lénaïque, c'est que la première chose, c'est le bien-être, c'est mon bien-être, parce que mes vaches vont bien, je vais bien. Donc là-dessus, c'est déjà
important. Et puis après, c'est parce que je sais que je privilégie cette façon de travailler sur les vaches. Ça correspond à l'environnement, ça correspond au bien-être. C'est que du plus, tout simplement. Ok. Merci beaucoup à toutes les deux pour vous être prêtées au jeu du témoignage. Et Françoise, je te laisse la parole pour la conclusion. Et puis, si tu souhaites aussi rebondir sur cette question de plus-value, n'hésite pas. Alors, même chose pour moi, la plus-value, elle est vraiment personnelle. J'ai toujours pratiqué déjà les médecines naturelles sur moi. Et donc, je l'ai naturellement fait sur mes animaux et ça fonctionne. Elles n'ont pas d'a priori, les animaux n'ont pas d'a priori, donc ils nous le rendent bien. Moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que ce qu'il faut avant tout, c'est ne pas avoir besoin d'utiliser ni de médecine naturelle, ni de médicaments. Si on a un troupeau en bonne santé, on n'aura pas besoin de faire tout ça. Donc, la prévention est primordiale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la formation est indispensable et j'accentue vraiment sur ce phénomène. Il faut absolument se former et ne pas faire n'importe quoi. Les médecines naturelles fonctionnent, mais elles peuvent être dangereuses. Ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il faut oser. Il faut absolument oser pratiquer, oser partager, oser échanger. Et l'observation de nos animaux est primordiale. Si on les observe, on les connaît et on voit bien que leur comportement n'est pas adapté cette journée-là, c'est qu'il se passe quelque chose ou qu'il va se passer quelque chose le lendemain. Donc, il faut anticiper de cette façon en observant. Et donc, les groupes d'échange, pour moi, sont très, très importants. Si vous n'en avez pas, essayez de créer un groupe ou essayez de rejoindre un autre. Et je voudrais conclure en disant qu'avec le groupe, on est plus fort que le plus fort du groupe. Merci. Merci pour cette conclusion. Alors, j'en profite pour compléter avec des ressources, tes apports. La question de se former. Vous voyez à l'écran donc quelques dates de formation qui vont avoir lieu en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Donc, santé animale en mars à Combourg avec l'adage. Également, un premier cycle d'huile essentielle pour débutants le 9 juin à côté de Rennes. Et aussi une initiation à l'acupuncture en juin, toujours en Ille-et-Vilaine. Et également, la Chambre d'agriculture de Bretagne propose dans le Morbihan une journée de formation pour découvrir l'aromathérapie et la phytothérapie en volaille. Je voyais que la question aussi arrivait dans le chat pour les autres espèces, qu'est-ce qu'il en est? Je rebondis bien sûr sur ce qu'a dit Françoise. Alors, par rapport à l'échange, vous voyez à l'écran, donc les points verts, ce sont des groupes actuellement actifs qui sont vraiment spécialisés médecine alternative. Donc, on en a un à Questembert dans le Morbihan, donc une quinzaine d'éleveurs-éleveuses qui se rassemblent pour travailler cette thématique. Vous avez également au nord de Rennes, donc le groupe dont Françoise Sourdin fait aussi partie, un groupe féminin à Saint-Aubin-de-Bigné, qui a été très actif, GEDA 35. Au sud de Rennes, également un groupe GEDA 35 appelé Santé du troupeau du côté de Janzé qui continue à se former sur cette thématique avec par exemple désormais une curiosité pour le Reiki qui se met en place. Et vous voyez un point vert au niveau de Rennes. Donc, il s'agit d'un groupe départemental CETA 35 qui est en train de mener un projet avec pour objectif de réduire les antibiotiques par les médecines alternatives, qui est aussi un groupe mixte. On va avoir principalement des éleveurs laitiers vaches, mais également des éleveurs porcins. Donc voilà, cette question des médecines alternatives ne se limite pas du tout qu'aux élevages laitiers. Du fait de la Bretagne, ceux-ci sont bien représentés aujourd'hui. Et bien sûr, vous inviter à apprendre. Donc, on va partager avec vous aussi une liste de livres qui avaient été conseillés par Lénaïg et Sylvia lorsqu'on a préparé cet échange, qui va vous être envoyé par mail dès demain. Vous retrouverez aussi une synthèse graphique de ce qui s'est raconté aujourd'hui, réalisée par Adrien Boulet de Tram. Donc, je vous propose peut-être de clôturer ce webinaire en vous remerciant pour votre participation. Donc, on a été une trentaine. On n'a pas répondu à toutes les questions.
Mais voilà, c'est une introduction et on vous invite vraiment à aller plus loin et à tester et à oser en groupe sur ce sujet. Eh bien, je remercie toutes les intervenantes et nous vous souhaitons à tous une bonne après-midi. Et alors, oui, surtout, n'hésitez pas, si vous souhaitez être mis en contact avec des groupes existants, GEDA35, CETA35 ou Resagri 56, à revenir vers moi avec le même mail où vous vous êtes inscrit pour être mis en contact, voire pour aussi créer de nouvelles dynamiques sur vos territoires en fonction de vos envies. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci. Merci. Merci, Au revoir. Au revoir.